I will introduce Dr. Antoine Hakimi. Dr. Antoine Hakimi is an interventional radiologist working at the Institut Gustave Roussy à Villejuif in France, southern of France. For those who do not know l'Institut Gustave Roussy, it is a very prestigious institution that takes care of research over cancer. Dr. Hakimi works with Dr. Thierry Debert, that we know, who has come to Lebanon several times, and they are pioneers in the treatment of multiple cancers in liver, in renal cancers and lung cancers with radiofrequency ablation mainly, although there are many researchers that they are doing now for other treatments for cancer, as I know. Dr. Antoine Hakimi is an assistant professor. He has done his fellowship at Harvard Medical School in Boston and is the author of many, many publications we all know. Dr. Hakimi, the floor is yours. Merci Joe. Je voudrais remercier donc tout le comité pour cette invitation. Alors, je vais effectivement vous présenter la radiofréquence pulmonaire. Donc, la radiofréquence pulmonaire, c'est une technique aujourd'hui totalement validée et qui a permis vraiment l'essor de l'oncologie interventionnelle. Donc, cette spécialité reste quand même malgré tout une spécialité très jeune. Donc, il faut rester très modeste par rapport effectivement à la chirurgie thoracique. Donc, pour l'anecdote, le premier patient qui a eu une radiofréquence en France, je pense même en Europe, c'était un patient libanais que je pense beaucoup de médecins ici doivent connaître. C'est un homme politique qui s'est énormément battu et donc qui est allé faire sa radiofréquence pulmonaire. Et quand il s'est retrouvé devant le chef de service, donc Thierry Debert, Thierry lui a dit « mais vous allez être mon premier patient ». Et sur ce, il lui a répondu « au moins, quelqu'un se rappellera de moi ». Donc j'étais jeune interne, donc vous voyez que la technique n'est pas très vieille, mais c'est pour autant, il faut qu'on reste très ambitieux. Et donc pour ça, il y a beaucoup d'efforts à faire. Un, de notre part, c'est-à-dire qu'on doit être dorénavant faire beaucoup plus attention dans la sélection de nos patients. On ne peut plus se permettre de présenter dans les mêmes papiers des patients totalement différents. Je pense que faire une radiofréquence chez un patient qui a une maladie stable, après une première ligne de chimiothérapie, ce n'est pas la même chose que de faire une radiofréquence chez un patient qui est complètement en évolution au bout de la 10e ligne de chimiothérapie. Et en conséquent, il faut savoir être très critique par rapport donc aux papiers qui nous comparent à la chirurgie, alors que très souvent, nous réalisons dans ces papiers les patients que la chirurgie refute, puisque le patient est à un stade oncologique beaucoup plus avancé. Donc on a vraiment besoin des pneumologues, des oncologues, pour commencer ces études randomisées, qui, comme vous verrez dans ma présentation, manquent énormément, puisqu'elles n'existent pas encore dans le domaine de la radiofréquence. Alors c'est quoi la radiofréquence? C'est un courant électromagnétique qu'on va faire circuler entre deux aiguilles, une aiguille qu'on va positionner au sein de la tumeur et des plaques qu'on va positionner sur la peau du patient. Ce courant électromagnétique va créer de la chaleur et cette chaleur va détruire les cellules. On sait qu'aujourd'hui, que toute cellule qui est soumise à une température de plus de 60 degrés, qu'elle soit tumorale ou pas, va tout de suite mourir. Dès 1996, l'équipe donc de Naum Goldberg avait démontré que ça marchait très très bien dans le poumon. Effectivement, pour une même quantité d'énergie, la zone de destruction tumorale était beaucoup plus importante dans le poumon par rapport aux autres organes. Et c'est assez facile à comprendre. L'air joue le rôle d'un isolant thermique. Donc il va y avoir un effet four, va permettre de garder la chaleur à l'intérieur de la tumeur, et ce qui va augmenter votre zone de destruction thermique. Alors en pratique, à Gustave Roussy, nous on aime beaucoup les aiguilles déployables. Vous voyez avec leur forme ici de harpon, elles permettent de vous assurer une très bonne stabilité au sein de la tumeur et vous verrez par la suite que c'est très pratique. Donc comment ça marche? Voilà, avec une aiguille, on va ponctionner la tumeur et puis on va ouvrir les baleines, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, il suffit d'ouvrir les baleines, ça rentre dans la tumeur et ça vous assure une excellente stabilité. Et en même temps, c'est très facile après de voir que votre tumeur ici est bien située dans votre sphère d'ablation. Chaque baleine va entraîner une petite zone de destruction thermique et par sommation, comme vous pouvez le voir ici, vous allez obtenir une zone de destruction thermique beaucoup plus importante.
Alors que ça soit dans des modèles cliniques ou dans des modèles expérimentaux, ça marche. C'était des tumeurs ici qui ont été radiofréquencées, puis réséquées, et l'histologie a confirmé qu'il y avait une nécrose complète de toute la tumeur pulmonaire. Pourtant, si vous voyez cette revue de la littérature, la plus récente, 2008, 24 séries très importantes, vous voyez que votre taux de nécrose complet varie énormément d'une série à l'autre, de 40 à quasiment 97%. C'est très difficile pour nous de faire passer un message cohérent quand vous voyez une telle différence dans les résultats. Et l'explication, comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment la sélection de votre patient et notamment de la taille de la tumeur. On avait démontré qu'effectivement, si la taille de la tumeur était inférieure à 3 cm, votre taux de récidive n'était que de 8%, j'essaie de retrouver la flèche, versus 30% si la tumeur était plus de 3 cm. On avait aussi démontré un autre cutoff à 2 cm. Et toutes les séries, à ce moment-là, qui ont respecté ces critères, ce cutoff, vous voyez, ont trouvé finalement les mêmes résultats que nous. Que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, avec des cutoffs qui sont un peu similaires, 3 cm ou 3,5 cm. Alors ça, c'est le premier message. La radiofréquence, ça marche même très bien lorsque vous traitez des métastases qui sont inférieures à 3,5 cm. Pour les tumeurs de plus de 5 cm, vous voyez que ça chute énormément. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traiter ces patients, mais il faut vraiment y réfléchir à 2 reprises, en parler avec l'oncologue et parler aussi avec le patient. À partir de là, si vous comparez par rapport à toutes les séries chirurgicales, vous voyez que leur taux de récidive de 10%, finalement, est identique à nous lorsqu'on traite que les tumeurs inférieures à 3 cm. Le second message, c'est que on a démontré un cutoff à 3 cm, on en a démontré un autre à 2 cm, mais personne n'a réussi à démontrer un autre cutoff plus bas que 2 cm. Ce que je veux dire, c'est que si vous traitez une métastase de 1 cm ou de 2 cm, votre résultat sera identique. Donc, il ne faut pas hésiter à faire effectivement comme les chirurgiens pour essayer de mieux sélectionner vos patients. Voilà, comme le montre ce papier, ils ont montré qu'une chirurgie thoracique avait un meilleur résultat si vous traitez un patient stable qu'un patient qui est en évolution sous chimiothérapie. Et donc, si vous avez un patient qui arrive chez vous, qui a une tumeur, une métastase de 1 cm, s'il le faut, n'hésitez pas à attendre. Vous pouvez attendre 2-3 mois. S'il développe en 2-3 mois d'autres métastases, il n'y a aucun intérêt à faire la radiofréquence. Par contre, si elle est passée de 1 à 1,5 cm, il n'y a eu aucune perte de chance. L'autre élément prédictif très important, c'est les marges d'ablation. On avait démontré que si vous arriviez à faire une surface d'ablation qui faisait 4 fois la surface de votre tumeur, votre taux de nécrose complet était nettement plus élevé, 96% versus 81%. L'explication est très simple, comme vous le voyez sur le petit schéma là à côté. Il y a ce qu'on voit, la tumeur, ce qu'on voit au scanner, et il y a ce qu'on ne voit pas, qui est l'extension microscopique qu'on ne voit qu'à l'histologie. Ce papier de même avait démontré que la récidive avait toujours lieu, quasiment toujours lieu, à l'endroit où la marge d'ablation était la plus faible, et avait dit qu'il fallait essayer de respecter une marge d'ablation de 4,5 mm pour essayer d'obtenir un taux de nécrose quasiment de 100%. Le dernier élément prédictif très important est la présence d'un vaisseau. On avait montré dès 2004 que la présence d'un vaisseau au contact de la tumeur va entraîner pendant la radiofréquence une déperdition calorifique par convection. C'est ce qu'on appelle le heat sink effect. Vous voyez ici sur cet exemple, l'aiguille est très bien positionnée. Au contrôle PET scan, on voit une petite récidive qui se situe au contact du vaisseau. Le vaisseau a empêché la chaleur d'atteindre les températures létales de plus de 60 degrés. Alors maintenant qu'on sait bien sélectionner, je vous ai parlé de la sélection des patients, est-ce qu'il y aurait des contre-indications à la radiofréquence? J'ai envie de vous dire que des contre-indications absolues, il n'y en a pas. Et je voudrais déjà commencer par éliminer une idée un peu préconçue, une fausse idée de la radiofréquence, et de dire que le nodule est trop petit pour la radiofréquence. Il y a un parallélisme qui vient de la biopsie. On dit souvent que le nodule est trop petit pour la biopsie, donc il est trop petit pour la radiofréquence. C'est totalement faux. Il suffit que votre nodule se situe uniquement dans votre sphère d'ablation, comme vous pouvez le voir dans ces exemples, et votre résultat sera excellent. Alors, est-ce qu'il ne faut pas traiter les lésions qui sont situées à côté du île, du cœur
ou de l'aorte. Effectivement, ce papier a démontré que dans ce cas de figure, les résultats étaient moins bons. Est-ce qu'on a peur d'être trop proche de ces structures un peu vitales, ou est-ce que c'est à cause du heat-sink effect dont je vous ai parlé? Alors nous, on a plus ou moins résolu ce problème, quand on peut, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nous-mêmes artificiellement un pneumothorax avec cette aiguille-là, l'aiguille de Verès, et grâce à cette aiguille qui a une forme un peu d'harpon, qui va bien s'accrocher au sein de la tumeur, une fois que le pneumothorax est réalisé, on va juste l'éloigner du cœur. Voilà un autre exemple. Vous voyez ici une petite tumeur, là, située donc à proximité du cœur. On met en place l'aiguille, on fait un pneumothorax, et on n'a plus qu'à tirer sur le nodule pour l'éloigner du cœur. Alors, pour les lésions situées au contact du diaphragme, pareil, il y a un risque de léser, d'avoir une destruction thermique, une lésion thermique du diaphragme. On fait la même chose, comme vous pouvez le voir sur cet exemple en bas. Voilà. On met l'aiguille en place, pneumothorax, et on n'a qu'à soulever la tumeur pour l'éloigner du diaphragme. Pour les lésions qui sont situées au sommet du poumon, il y a un risque de lésion thermique du plexus brachial. On fait la même chose. Et pour les lésions qui sont au contact du médiastin, il y a des risques de lésion du nerf phrénique ou autre chaîne sympathique. Et vous voyez ici, on fait exactement la même chose. Alors, la fonction respiratoire, est-ce que ça pourrait être une contre-indication? En 2006, on a publié ce papier où on a montré que la fonction respiratoire n'était absolument pas modifiée par la radiofréquence. Et on n'avait trouvé aucune limite inférieure qui pourrait contre-indiquer la radiofréquence. La seule chose à savoir, c'est que si votre patient a une VMS inférieure à 1 litre, il pouvait y avoir un risque de décompensation transitoire de 33% uniquement pendant 2 semaines, avec un retour à la normale au bout de 2 semaines. Donc on s'était même permis d'aller plus loin à ce moment-là et de même traiter les nodules sur poumon unique. Et on a vu qu'on n'avait aucune dégradation de la fonction respiratoire et on n'a eu aucune complication importante. Alors, entre 2002 et 2010, dans notre centre, on a traité jusqu'à 886 tumeurs. Là, je parle des métastases pulmonaires. Vous voyez qu'on a bien sélectionné nos patients. Le diamètre se situe autour de 15 mm. On n'a pas contre-indiqué les tumeurs qui étaient plus grandes que 35 mm, mais il n'y en avait pas énormément, uniquement 42 patients. La durée d'hospitalisation moyenne était 3 jours. Aujourd'hui, avec l'expérience, on a tendance à les garder que 2 jours. Et uniquement, environ 9% sont passés en unité de surveillance continue. Il s'agissait des patients pour lesquels ils ont eu un pneumothorax, mais pour lesquels une exsufflation simple n'a pas suffi. On a juste mis un drain pendant 2 jours pour essayer de traiter le problème du pneumothorax. On a eu à déplorer qu'un seul décès, par des compensations cardio-respiratoires à 21 jours. Notre survie à 1 à 2 ans, vous la voyez, c'est celle en haut, c'est la courbe de 88 à 70%. Et vous voyez que si vous la comparez à toutes les séries conséquentes qui ont un peu bien sélectionné leurs patients, vous voyez qu'on a exactement le même taux de survie. Alors vous voyez que le taux de survie est aussi affecté par la taille de la tumeur, pour vous montrer l'importance. Non simplement ça affecte effectivement votre nécrose complète, mais ça affecte la survie. Et pareil, on retrouvait cette différence, on l'a retrouvée aussi dans d'autres séries. Alors, ce papier ici, le premier, là, à droite, vous montre que vous avez une meilleure survie pour les tumeurs périphériques que celle à côté du HIL. Très probablement à cause, comme je vous l'ai dit au début, du fameux heat-sink effect. Donc, il y a clairement quelque chose à faire. Je vais essayer de vous en parler, dire quelques mots en fin de présentation. Ce papier-là, par contre, vous dit que vous avez intérêt à réussir dès le premier coup, puisqu'en cas de récidive et une seconde radiofréquence, votre survie est nettement moindre. Alors maintenant, si vous comparez par rapport à la chirurgie, voilà une chirurgie de la métastase. Vous voyez là, on a pris une des plus grandes séries de la littérature, 5200 cas. Vous voyez leur courbe de survie. On va se mettre dans le cas de figure idéal chez eux, qui est une résection complète. Et vous voyez qu'à 2 ans, nous avons plus ou moins la même survie. Et que les courbes sont plus ou moins parallèles. Alors si je me permets d'insister par rapport à la chirurgie, c'est que le point fort de la chirurgie, habituellement, qui est, on va dire, pour nous, le curage ganglionnaire, dans la métastase, dans la littérature, c'est très discuté. Personne n'a réussi à démontrer qu'il y avait une amélioration de la survie si on faisait un curage ganglionnaire pour la chirurgie de la métastase pulmonaire. Mais ce n'est absolument pas le cas pour un cancer pulmonaire primitif. Et donc là, je me contenterai juste de me comparer soit de la radiothérapie, notamment la radiothérapie stéréotaxique, soit à une récidive du cancer pulmonaire primitif ou à une seconde localisation.
Et voilà ce papier, effectivement, où ils ont fait une radiofréquence après une chirurgie initiale pour un premier cancer pulmonaire primitif. Et vous voyez que leur survie à 1-3 ans était de 100 et de 80% si la tumeur est inférieure à 3 cm et de 83 et 31% si elle était supérieure, si la tumeur faisait plus de 3 cm. Et si vous comparez par rapport à une seconde chirurgie, vous voyez que vous faites pareil. Et par contre, vous faites nettement mieux qu'une chimio et radiothérapie seule. Alors nous avons traité 131 cancers pulmonaires primitifs. Vous voyez que notre taux de récidive à 2 ans était de 21%, un peu la même chose que pour les métastases. Pareil, la réussite du traitement était liée à la taille de la tumeur et notre survie était à 4 ans de 55%. Pareil, la survie était affectée par la taille de la tumeur, une meilleure survie si la tumeur est inférieure à 2 cm, et aussi elle était affectée par l'âge du patient. Mais si vous regardez de manière un peu plus proche, vous voyez que la survie, elle est meilleure pour les patients âgés de plus de 70 ans. Très surprenant. En fait, l'explication, on a fini par la comprendre. C'est que les patients moins de 70 ans qui nous étaient adressés, c'était des patients qui étaient très souvent refutés, pour la majorité, refutés par la chirurgie, donc à un stade oncologique très souvent nettement plus avancé. Alors que pour les patients de 70 ans, dès le début, l'oncologue avait l'idée d'être moins invasif. Et donc il nous l'envoyait à un stade oncologique beaucoup plus précoce. Donc vous voyez, c'est juste pour vous dire, les biais que vous pouvez avoir dans les études qui comparent différentes techniques alors qu'elles ne sont pas randomisées. Alors maintenant, si je me compare par rapport à la radiothérapie stéréotaxique, tout le monde en parle ces temps-ci, vous voyez, voilà ce papier, le plus important. Vous voyez que, si je me compare, vous voyez que finalement, on n'est pas trop loin. On est peut-être juste un peu en dessous, mais il n'y a aucune différence significative. Mais si, encore une fois, on sélectionne très bien nos patients, comme eux, on prend juste les stages 1, c'était un papier qui avait juste inclus les stages 1, bah, vous voyez qu'à ce moment-là, on se positionne juste au-dessus de leur courbe. En conclusion, on a l'impression qu'on fait plus ou moins pareil. Encore une fois, aucune étude randomisée, on est en train d'en commencer une à Gustave Roussy. Et pour ceux qui, comme moi, croyaient que la radiothérapie stéréotaxique n'était pas invasive, donc forcément, par rapport à la radiofréquence, elle était moindre, en fait, on a vu que la toxicité peut être très importante, notamment pour les lésions situées aux côtés du HIL. Vous voyez, ce papier a décrit 50% quasiment des patients qui avaient une toxicité sévère à la radiothérapie stéréotaxique. Alors pour mettre tout le monde d'accord, c'est un papier ici qui a voulu combiner radiothérapie externe et radiofréquence et a conclu que c'était bien toléré et que ça permettait d'améliorer la survie par rapport à chaque technique prise seule. Et c'est peut-être ça notre avantage par rapport à la chirurgie. C'est que nous, effectivement, là, on ne peut absolument pas faire de curage ganglionnaire. Par contre, on peut, je pense, de manière beaucoup plus facile s'associer et se combiner avec les autres techniques. Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire, à combiner radiofréquence, radiothérapie, chimio, thérapie ciblée et autres. Alors juste un petit mot pour le suivi, pour vous dire qu'au scanner, on est très mauvais, puisque finalement, vous allez obtenir une plage de condensation alvéolaire qui va faire au moins 4 fois la surface de la tumeur. Et donc, si vous avez un petit résidu, comme vous pouvez le voir ici sur le petit schéma que je vous ai donné, bah, il va falloir attendre très longtemps pour que la taille de ce résidu dépasse la taille de la plage de condensation alvéolaire et pour qu'on puisse le détecter au scanner. Donc, le scanner est un mauvais examen pour détecter une récidive. Donc, on a réalisé des PET scanners. Et vous voyez qu'un PET scanner à 3 mois, ici c'est l'étude de cette étude qui a été faite donc, à Gustave Roussy, vous voyez que si le PET scanner est négatif à 3 mois, bah 100% des patients n'avaient aucune récidive. Et que le PET scanner avait réussi à détecter 4 sur les 7 récidives à 3 mois et 6 des 7 récidives à 6 mois. Mais si vous commencez à faire des PET scanners pour la surveillance, il faut connaître les pièges. Il peut y avoir des fixations, vous voyez ici, des fixations ganglionnaires, ce sont des fixations inflammatoires qui vont toutes disparaître à 6 mois. Pareil, vous pouvez, comme vous le voyez ici, avoir des fixations au niveau du point de ponction. Pareil, c'est une fixation inflammatoire qui va disparaître. Alors un petit mot, je vous ai dit qu'on essaye de progresser, d'essayer de trouver d'autres techniques pour les lésions qui sont situées au contact du HIL, au niveau du HIL, à cause de la présence de gros vaisseaux qui vont empêcher, donc qui vont entraîner une déperdition calorifique. Donc on a tenté
d'occlure ces vaisseaux. Vous voyez ici un exemple, on va monter un cathéter ballon dans l'artère pulmonaire qui est au contact de la tumeur et on va l'occlure transitoirement. Vous voyez qu'on obtient une plage de condensation alvéolaire très importante et un très bon résultat. Le problème, c'était que c'était quand même pas très bien toléré, vous étiez en train de créer quasiment des syndromes un peu pseudo-emboliques et donc on a préféré, même si on avait des bons résultats, on s'est dit on va finir par avoir un accident, faire autre chose. Et l'autre chose, c'est peut-être le micro-ondes. Alors, le micro-ondes, il nous a été vendu comme ça, c'est-à-dire que c'est une technique qui vous permet, si vous voyez ici la courbe bleue, c'est le micro-ondes, la courbe rouge, c'est la radiofréquence. On vous dit que normalement, le micro-ondes est censé vous permettre d'obtenir des températures nettement plus importantes et de manière beaucoup plus rapide, et donc il serait plus adéquat de les utiliser pour les lésions du HIL, et que c'est censé être moins sensible au fameux heat-sink effect. Effectivement, ce papier a montré que vous allez obtenir avec le micro-ondes un taux de nécrose des vaisseaux inférieur à 2 mm de 90% versus uniquement 20% en radiofréquence. Et le fait d'être moins sensible finalement à la déperdition calorifique, ça vous permet aussi d'obtenir des zones de destruction beaucoup plus importantes, comme vous pouvez voir sur cet exemple. Ce papier a bien montré effectivement que ça lui a permis de traiter des lésions de plus grande taille avec des très bons résultats, mais malgré tout, il n'a quand même pas réussi à démontrer qu'il avait d'aussi bons résultats pour les lésions situées au niveau du HIL. L'explication, c'est que probablement le micro-ondes est moins sensible au heat-sink effect, mais qu'il y a toujours quand même un petit effet de déperdition calorifique. Probablement l'avenir est pour des méthodes de destruction non thermique. Je vous dirai juste un tout petit mot à la fin, parce qu'actuellement, il y en a une qui est en vogue un peu dans le milieu de la radiologie interventionnelle. Alors, deux petits mots aussi sur la cryothérapie. Donc, c'est une méthode, cette fois-ci, de destruction par le froid. Vous voyez ici un exemple, ici. Vous voyez même la glace qui remonte le long de l'aiguille. Je vous rassure, c'est que pour la photo, ici, on a l'habitude de protéger la peau avec un gant rempli d'eau chaude. L'avantage, c'est que la cicatrice diminue de manière plus rapide et que surtout, vous allez pouvoir voir votre glaçon au scanner en temps réel. Voilà, je vous montre un exemple. Voilà la tumeur avant. Vous voyez ici le glaçon qui n'a pas encore englobé toute la tumeur. Et quelques minutes après, vous voyez le glaçon qui a englobé toute la tumeur. C'est la seule technique qui vous permet d'avoir en temps réel votre volume d'ablation. Aussi, ça fait pas mal, pendant par le foie, et donc c'est des techniques que vous pouvez utiliser en anesthésie locale. Alors, comme je vous avais dit, un petit mot sur aujourd'hui une méthode de destruction non thermique, donc on espère beaucoup, notamment pour toutes les lésions qui sont situées au contact des vaisseaux, c'est l'électroporation. Alors c'est quoi l'électroporation? C'est un système qui envoie des pulses électriques à la paroi de la cellule. La cellule, la paroi, elle est chargée de phospholipides qui sont chargés négativement. Donc sous l'effet de ces pulses, ces parois, ces pores vont s'ouvrir. Donc soit ça va être réversible, et donc vous allez pouvoir injecter pendant ce temps-là de la chimiothérapie et avoir à ce moment-là une thérapie ciblée, soit ça va être irréversible et toute cellule, qu'elle soit tumorale ou pas, va mourir. Donc actuellement, pour étudier la faisabilité, on a traité 10 métastases à Gustave Roussy qui sont toutes accolées au HIL. Et on attend encore les résultats. On espère que ça va pouvoir enfin nous résoudre le problème de ces lésions situées au contact des vaisseaux. Donc en conclusion, la radiofréquence, ça marche très bien pour les petites métastases, pour lesquelles nous avons des survies à ce moment-là qui s'approchent des séries chirurgicales. Il y a encore beaucoup à faire pour les tumeurs situées au HIL, des tumeurs de plus grande taille, mais surtout, c'est très important de très bien sélectionner votre patient et en fonction, vous allez pouvoir prédire votre réussite ou pas. Je vous remercie. Merci, Dr Hakimi, pour cet exposé très, très intéressant. Des questions? Oui, professeur Khoury. Merci beaucoup. C'est vraiment très, très intéressant. Et je voudrais te demander, s'il y a une lésion emphysémateuse autour du foyer, est-ce que il y a des incidents ou accidents supplémentaires, ceci peut être détecté par le scan juste avant la procédure. Et en fait, le résultat de cette procédure est-elle en brûlant le parenchyme autour et en le fermant systématiquement comme
comme une coagulation qui ne permettrait pas justement au pneumothorax de survenir. C'est pourquoi ma question à propos de lésions emphysémateuses qui, lorsque nous faisons une biopsie à l'aiguille, nous pose de très gros problèmes. Et j'ai vu avec quelle dextérité vous pouvez vous-même créer le pneumothorax, embrocher la tumeur et la tirer à loisir, alors que nous, lorsque nous voyons un pneumothorax constitué avec une biopsie à l'aiguille, nous sommes très très ennuyés. Alors effectivement, vous l'avez bien dit, le seul problème des lésions emphysémateuses, pour nous en radiofréquence, c'est le pneumothorax. Dorénavant, on estime, au début, on le mettait dans nos complications. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je le considère même plus comme une complication. Mais notre avantage par rapport, ça c'est peut-être particulier donc à Gustave Roussy, l'avantage, c'est que nous, notre patient, on le fait sous anesthésie générale. Donc, on est beaucoup plus à l'aise. Et s'il y a un pneumothorax, s'il y a lieu avant qu'on ait pu accrocher la tumeur, à ce moment-là, on met une aiguille un peu à côté, on aspire en permanence le temps de bien accrocher la tumeur, et par la suite, finalement, peu importe. On essaie d'exsulfer à flin. S'il persiste, on mettra un drain, uniquement dans 9% des cas. Mais je pense qu'effectivement, dans la radiofréquence, alors que beaucoup d'équipes le font sous anesthésie locale, c'est exactement un peu pour ces raisons qu'on continue à le faire sous anesthésie générale. Il n'est pas démontré que vous avez des meilleurs résultats sous l'anesthésie générale. Par contre, il est démontré que quand vous faites sous anesthésie locale, vous avez 10% des procédures qui ne vont pas au bout, à cause notamment de problèmes comme ça, de pneumothorax qui arrivent avec le patient qui a plus de mal à respirer, le nodule bouge beaucoup plus. Voilà, il y a une énorme, j'ai un peu quelque part un peu honte de le dire parce que j'ai envie de dire je l'ai fait bien, mais le fait d'avoir un anesthésiste, que le patient est intubé, ventilé, donc on est un peu plus invasif, mais quel confort, parce que vous allez pouvoir gérer toutes ces complications de manière très simple. Voilà, il y a un petit pneumo, pas de problème, on l'aspire, on le maintient en aspiration pendant toute la durée de la ponction du nodule. Voilà, on demande à un interne d'aspirer. Et donc voilà, il n'est pas content, c'est lui qui aspire pendant que nous on reprend la main pour piquer. Et puis à la fin, on voit s'il y en a ou il n'y en a pas. Dr Heider, c'est nouvelle, alors c'est intéressante. Mais une question qui me paraît bizarroïde. Cette taille qui est à 3 cm ou un peu inférieure, est-ce que c'est dû vraiment à la taille ou à la méthode d'émettre votre chaleur? C'est-à-dire, les aiguilles sont le problème ou la taille? Alors, effectivement, la limitation aujourd'hui par rapport à la taille, c'est la capacité de l'aiguille. Alors, vous allez me dire que vous pouvez mettre 2 aiguilles, vous pouvez mettre 3 aiguilles. En fait, ce qui est très intéressant, il faut réaliser que quand votre tumeur passe de 3 à 4 cm, le volume, lui, il a doublé. Et à ce moment-là, si vous voulez vraiment couvrir, il y a des schémas que je n'ai pas mis ici, que si vous voulez couvrir avec une aiguille qui fait une sphère d'ablation de 3 cm, vous allez essayer de couvrir, pour être sûr de tout couvrir 4, il faut au minimum 6 tirs. 6 fois pour essayer de couvrir à ce moment-là, parce que le volume est le double, et pour bien tout couvrir, il faudra faire 6. Donc vous voyez que techniquement, c'est très compliqué. Il faut essayer, aujourd'hui, donc on le fait de temps en temps, comme je vous dis, on ne contre-indique pas, donc on va faire 2, on va faire 3 tirs. Mais vous voyez que vous êtes forcément moins bon que si vous êtes directement dans la capacité maximum d'une seule aiguille, qui est aujourd'hui de 3 cm. Alors, je vous ai montré des exemples avec le micro-ondes. On espère aujourd'hui qu'il vous permettra d'obtenir des surfaces d'ablation plus importantes. Mais là aussi, attention, aujourd'hui, vous nous envoyez des patients parce que vous savez qu'on n'est pas invasif. Plus on fait des gros trous, plus on aura des complications, plus on va s'approcher quelque part de la vraie chirurgie thoracique. Donc, voilà, on est aujourd'hui entre les deux. Aujourd'hui, on a la capacité d'aller faire des tumeurs de 5, 6 cm. Le micro-ondes, en plus, quand vous utilisez 2 antennes de micro-ondes, il y a un effet synergique que vous n'avez pas dans la radiofréquence, qui fait qu'aujourd'hui, on a la capacité d'obtenir des lésions de 6-7 cm. Mais il y a un risque de complication
de l'extension microscopique dont je vous ai parlé, plus la taille est grosse, plus l'extension microscopique est importante. Donc manifestement aussi, votre surface d'ablation, vos marges doivent être beaucoup plus importantes. Tout ça fait qu'aujourd'hui, même en obtenant des tailles d'ablation plus importantes, personne n'a réellement encore réussi finalement à démontrer que vous allez avoir des meilleurs résultats. Donc le message, on ne contre-indique pas, mais il faut y réfléchir à deux reprises. En tout cas, moi, un patient qui vient, qui est candidat à la chirurgie, si ça fait plus de 5 cm, je lui dirais tentez la chirurgie. Si elle est inférieure à moins de 3 cm, là, je me permettrai de dire finalement, pourquoi pas, je vais y aller, je pense que je peux vous garantir les mêmes résultats. Docteur Hakimi, j'ai moi-même 2-3 questions d'ordre technique à vous poser parce que vous n'êtes pas trop... vous êtes passé sur la technique un peu rapidement. Premièrement, ce que vous venez de dire là, c'est que vous êtes en train de suggérer que même pour des patients opérables, vous feriez la radiofréquence. On n'est plus au stade de début de la radiofréquence où on se contente de traiter les patients qui sont non opérables. Alors, que ce soit, c'est effectivement, il faut que ça vienne de la radio interventionnelle, cette question, effectivement. Que ce soit bien clair, les métastases par rapport au cancer. Le cancer, surtout pas. Comme je vous ai dit, curage ganglionnaire. Je parle d'une petite métastase. De la petite métastase. Périphérique de 3 cm la métastase, qui est parfaitement opérable. À Villejuif actuellement. Alors vous allez nous dire qu'on n'a pas de chirurgien thoracique aussi, puisqu'ils vont tous à côté à l'Institut Mutualiste, donc on est un peu... Mais aujourd'hui, tous les oncologues, donc on a... Si vous avez un chirurgien, il faudra discuter, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la chirurgie aussi a fait d'énormes progrès et qu'ils arrivent aussi d'être de moins en moins invasifs. En tout cas, c'est peut-être que nous, on les a poussés, ou je ne sais pas quoi, mais eux aussi, ils ont tendance à devenir de moins en moins invasifs. Certains même, quelque part, se mettent aussi à la radiofréquence avec des méthodes de thoracoscopie. Mais aujourd'hui, pour des tumeurs inférieures à 3 à 3,5, les oncologues préfèrent même la radiofréquence pour la simple raison. C'est qu'on sait probablement que ce patient risque de récidiver ailleurs. Et que vous pouvez faire peut-être 5, 6 fois sans compromettre la fonction respiratoire, ce qui n'est pas le cas de la chirurgie. Donc soit ils vont l'envoyer effectivement à un chirurgien qui va faire une résection segmentaire, donc quelque part un peu comme nous, soit ils vont nous l'envoyer. Mais pour les tumeurs inférieures à 3,5, aujourd'hui, oui, on les a avant les chirurgiens. Vous m'avez répondu. Ma deuxième question est, vous utilisez seulement les aiguilles déployables uniquement. On a commencé, et même vous avez commencé au début avec les aiguilles déployables, les parapluies. Pourquoi pas les Radionics, les single? Alors, c'est exactement ça. À part de pouvoir s'accrocher à la tumeur pour la tirer, etc., des trucs comme ça, ou dans un poumon. Et je veux dire, c'est seulement d'ordre physique parce qu'elle ne bouge pas dans la tumeur, ou il y a une autre raison à ça? C'est vrai qu'on a on a la chance de disposer de tous les jouets finalement dans le département. Donc chacun un peu a ses habitudes, mais c'est vrai que quelque chose où tout le monde est un peu, où tout le monde garde est unanime. C'est vrai que moi dans le foie, j'utilise plus que du micro-ondes, mais dans le poumon, j'utilise toujours uniquement parce que, comme je dis, c'est dans 50% des cas, vous allez avoir un pneumothorax. D'accord. C'est juste pour le mouvement. Voilà, c'est vraiment pour la question de stabilité. Alors, pour les lésions proches du heel, parfois, vous n'avez quand même pas trop envie de voir des harpons, vous n'avez pas envie de prendre la tête à vérifier qu'aucun harpon n'est dans le cœur, quand vous êtes côté du heel, voilà, vous n'avez pas fait de pneumothorax. De temps en temps, on peut se poser la question si vous avez vraiment une tumeur d'une petite taille qui est vraiment en plein milieu du heel, vous n'avez pas envie, vous voulez prendre vraiment moins de risques, à ce moment-là, vous prendrez une aiguille droite pour vous mettre vraiment dedans. Mais voilà, c'est que dans des cas particuliers. Mais là, le piège, si vous utilisez seulement des aiguilles de type radiotherapeutics avec une impedance-based, avec un contrôle par impédance, qu'est-ce que vous faites si vous faites par exemple 25 minutes de traitement ou 30 minutes de traitement et l'impédance ne bouge pas? Alors, effectivement... Vous avez sûrement eu des cas comme ça, parce qu'il y a 4 jours, j'ai eu un cas comme ça de 28 minutes de traitement sans bouger l'impédance. C'est une des raisons pour lesquelles je passe beaucoup au micro-ondes dans les autres organes, parce que c'est vrai que j'en ai marre d'attendre 20-25 minutes, souvent je me déshabille, on laisse l'interne surveiller. Alors, dans ces cas de figure où ça arrive, alors, je ne sais pas si c'est triché ou pas triché ou pas, en tout cas, je les ai repris, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était Thierry qui m'avait dit, j'avais posé la même question, au bout de 40 minutes, alors lui, il avait tendance à dire, attends, ça va finir par arriver, au bout d'un moment, je voyais que lui n'attendait pas, donc je suis allé voir qu'est-ce qu'il faisait, il me dit, et je les ai repris, et ça avait d'aussi bons résultats. Il faut savoir que les chirurgiens, eux, quand ils font de l'ARF ailleurs, avec ces systèmes même d'impédance, parfois ils attendent même pas le roll-off, ils font 2-3 minutes.
ne faut pas faire ça, je ne dis pas. Là où je triche un tout petit peu, c'est, alors je ne sais pas si c'est tricher, c'est en gros, je retire un tout petit peu l'aiguille, je ferme un peu l'aiguille, et vous la redéployez. Et vous voyez qu'à ce moment-là, vous attendez 1 ou 2 minutes, et le roll-off, vous allez l'obtenir. Je pense que le fait de rétracter un tout petit peu, vous allez vous retrouver dans une zone un peu plus de coagulation, qui va faire que ça va accélérer votre roll-off. Bien entendu, vous le faites que si vous savez déjà que vous avez une très bonne marge d'ablation, que votre aiguille couvre déjà, les baleines couvrent déjà très bien l'ensemble de la tumeur. Mais effectivement, c'est un des problèmes avec ces aiguilles, c'est qu'on est obligé d'attendre le roll-off, on ne sait pas quand le traitement va se terminer. D'accord, merci. D'autres questions? Oui, pardon. Oui, vous nous avez fait un très beau topo, merci. Simplement, je reviens à la question du docteur Khoury tout à l'heure concernant les insuffisants respiratoires. J'apporte un petit peu une controverse amicale. Nous, on a l'expérience de la radiothérapie stéréotaxique. L'avantage quand même chez l'insuffisant respiratoire, c'est-à-dire le poumon unique, les bulles d'emphysème, etc., ce qui est fréquent, y compris les patients qui ont des métastases d'ailleurs, des métastases de cancer du côlon ou autres, c'est qu'on utilise un harpon, on n'utilise pas de harpon, mais simplement il y a un repérage à faire avec une aiguille beaucoup plus petite, donc ce qui évite peut-être un certain nombre de complications. Et puis l'autre point, il a été montré avec la radiothérapie stéréotaxique que non seulement on n'aggravait pas les patients, mais vous nous avez dit que vous n'aviez pas de problème respiratoire, c'est vrai. Non seulement on ne les aggrave pas, mais souvent on les améliore. Parce que non seulement on traite la tumeur, mais on traite les bulles d'emphysème qui sont autour, c'est-à-dire qu'il y a une rétraction du poumon. Alors je me demande si, mais c'est une controverse amicale encore une fois, je me demande si chez l'insuffisant respiratoire ou le poumon unique, le poumon emphysémateux, s'il n'est pas tout de même préférable de faire une radiothérapie stéréotaxique. Alors, je vais répondre en 2 étapes. La première étape, c'est comme je vous ai dit bien dans mon topo, vous avez, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez fabuleux et que vous voyez parfois effectivement en fonction de l'expérience des gens, des équipes et des hôpitaux. Il y a certains endroits où c'est vrai que beaucoup de patients ont tendance à aller beaucoup plus dorénavant à la radiothérapie stéréotaxique. Je pense que vraiment, j'espère que ce qu'on est en train de monter à Gustave Roussy, et ça pose déjà quelques problèmes. Ce qu'on n'a pas réussi à faire avec la chirurgie thoracique, en tout cas on arrivera à le faire avec la radiothérapie stéréotaxique, c'est de faire une véritable étude randomisée. Et je pense, alors au début, comme quand on a commencé à la monter à Gustave Roussy, j'avais tendance à dire à Thierry, au moins, si c'est démontré que c'est mieux, on va tous partir en vacances. Je pense qu'il y aura des indications pour tout. Mais pour revenir par contre, alors maintenant, donc, la première réponse, c'est je pense qu'avec cette étude randomisée, on aura manifestement probablement des réponses. Actuellement, sincèrement, c'est vrai, alors je ne connais pas du tout la radiothérapie stéréotaxique, ça vient d'arriver à Gustave Roussy. Donc on commence à nous demander effectivement de mettre des coils. Alors de mon expérience par rapport au poumon chez le patient qui est emphysémateux, insuffisance respiratoire, c'est vraiment quelque chose, moi je ne demande même plus la fonction respiratoire. Donc vraiment c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas. Vraiment, si c'est un patient excessivement dégradé, effectivement, transitoirement, on a dû le mettre sous oxygénothérapie. Alors peut-être que ça reste quand même de l'oxygène pendant 2 semaines. Alors, est-ce que ce patient, s'il partait vers la radiothérapie stéréotaxique, on lui éviterait ces 2 semaines qui sont quand même pas très agréables d'oxygénothérapie? Peut-être. Maintenant, ce que j'apprends, c'est une technique que j'apprends, c'est qu'il y a aussi quand même, de plus en plus, on pense qu'il y a de la fibrose après radiothérapie stéréotaxique à terme. Donc peut-être, alors je ne sais pas quel est le pronostic de vie du patient, peut-être qu'au début c'est mieux, peut-être qu'au bout d'1 an, 1 an et demi, si le patient a survécu, ce que j'espère pour lui, c'est l'intérêt, peut-être que ça sera moins bon à cause des effets secondaires, notamment de la fibrose. Et le dernier petit point, alors même si on utilise quand même, alors ça on m'a répondu qu'on n'ait plus besoin de le faire, mais on utilise quand même parfois 2 à 3 aiguilles pour aller mettre des petits marqueurs. Mais j'ai cru comprendre que c'était de moins en moins et que très souvent maintenant, on pouvait s'en passer pour la radiothérapie stéréotaxique. Voilà. Merci.
Non, c'est vrai que si vous faites cette étude, il faudra absolument voir non seulement à court terme quelles sont les complications immédiates, mais les complications à long terme, parce que c'est vrai que la radiothérapie stéréotaxique, il y a quand même de la fibrose. Et une fibrose qui n'est pas forcément limitée à la zone irradiée. Ça déborde quand même. Donc, Voilà, je vais en profiter effectivement pour ajouter que c'est aujourd'hui, on a un raisonnement quand on réfléchit avec les oncologues. non. Quand on réfléchit avec les oncologues, ils nous demandent de plus en plus, et quand on essaye de pousser certaines techniques, les cathéters intra-artériels pour autre chose, on va peut-être même le commencer pour un peu le poumon, mettre en intra-artériel pour les grosses tumeurs médiastino-pulmonaires, faire de la chimie intra-artérielle. Il y a une énorme importance au fait d'essayer de préserver au maximum la fonction respiratoire, et même, je m'étends un peu plus que pour le poumon, j'utilise le concept. Notamment au niveau du foie, on nous demande énormément de préserver, notamment chez les patients qui ont des métastases de sein, aujourd'hui qu'on arrive à faire survivre très longtemps. On nous demande, vous pouvez utiliser les techniques que vous voulez, mais il faut absolument nous préserver le foie pour qu'on puisse continuer à injecter différents types de chimiothérapie. Et je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a une technique, par exemple, un peu phare, au début où tout le monde en a beaucoup parlé, qui était la radioembolisation. On sort complètement du sujet, pour le foie. Or, aujourd'hui, les oncologues reviennent vers nous en nous disant, bon, vous nous obtenez une très bonne première réponse, c'est génial, mais le problème c'est que le foie, il est complètement cirrhotique et qu'on ne peut plus du tout donner de la chimiothérapie après. Donc, garder que ce soit une capacité respiratoire, on va dire pour le poumon, ou une fonction hépatique pour le foie, c'est quelque chose qui est, je pense, qui est de plus en plus important, plus on arrivera à garder les patients en vie plus longtemps. Merci beaucoup.